Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Tonnerre dans le détroit, c'était début avril et c'était le nom d'un exercice militaire chinois autour de Taïwan. Au programme, des simulations de frappe et de blocus de cette île revendiquée par Pékin. Depuis 2022, la Chine a multiplié ses exercices à grande échelle, une manière de marquer justement sa revendication de souveraineté, selon des experts. De son côté, le président taïwanais Lai Ching-te, au pouvoir depuis mai 2024, ne cherche pas spécialement à apaiser Pékin. Il affirme que l'île est déjà un pays indépendant et que la Chine est une force étrangère hostile. C'est dans ce contexte que les craintes d'invasion ont encore augmenté récemment, après la diffusion d'images de navires de débarquement chinois comparables aux jetées provisoires utilisées pour le débarquement allié en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Bluff ou réalité ? Pékin prépare-t-il vraiment une action militaire et quel impact dans ce contexte d'une arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, le grand allié de Taïwan ? Maxime Mamet, qui a préparé cet épisode, a posé ces questions à deux experts, Valérie Niquet, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique, et Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Sur le fil. AOC Taiwan. Adjust your course and leave our retreating waters immediately, or we will take the necessary action under the aid of AOC Taiwan. Ces gardes-côtes taïwanais somment leurs homologues chinois de quitter les eaux territoriales taïwanaises. C'était le 14 octobre. Ce genre de face-à-face tendu est de plus en plus fréquent, selon Valérie Niquet, autrice notamment de l'ouvrage « Taïwan face à la Chine ». En fait, depuis 2021, c'est pas très récent, la Chine a multiplié les exercices avec des annonces extrêmement alarmistes, en soit des tirs réels, une mobilisation massive de bâtiments ou de navires ou d'avions, et surtout en insistant à chaque fois sur le fait que l'armée chinoise maintenant était capable d'encercler Taïwan et donc potentiellement d'établir un blocus dont on a beaucoup parlé. Donc ça fait partie en fait de toute une agitation qui, à mon avis, compense le fait que la Chine n'a pas les moyens véritablement aujourd'hui, ni peut-être l'envie même, d'envahir Taïwan. Défaits par les communistes qui ont fondé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, les nationalistes se sont réfugiés avec de nombreux civils à Taïwan, l'une des seules parties du territoire national alors non conquise par les forces de Mao Tse-tung. Mais 3/4 de siècle plus tard, la Chine considère toujours Taïwan comme une partie de son territoire à réunifier un jour. Pour compenser cette faiblesse ou cette incapacité, la Chine multiplie des exercices qui sont destinés à faire pression. Et donc ces exercices, qui se déroulent toujours parfaitement, évidemment, on n'est pas du tout dans une situation de combat. Donc très souvent, on a des analyses qui disent « Regardez, ça y est, la Chine est capable d'encercler Taïwan, on est en situation de paix ». Il n'y a pas de réponse militaire face à ces exercices. Et donc, c'est aussi pour donner l'illusion, y compris d'ailleurs à sa propre population, de la puissance militaire de la Chine, de crédibiliser, entre guillemets, cette image de superpuissance militaire que la Chine est ou serait devenue. Beaucoup d'incertitudes règnent sur la puissance de l'armée populaire de libération. Elle serait rongée par la corruption, selon les spécialistes, et elle n'a pas d'expérience militaire récente, du moins depuis ses guerres perdues au Vietnam dans les années 1980. Mais la Chine alloue des moyens très importants au renforcement de ses capacités et à l'entraînement. Ainsi, selon un rapport de l'armée taïwanaise, elle a dépensé 15 milliards de dollars en 2023, soit 7% de son budget défense, pour réaliser des exercices dans le Pacifique Ouest où se trouve Taïwan. Mais selon Marc Julienne, une invasion serait une opération militaire très compliquée à réussir, et pour plein de raisons. La toute première, c'est que Taïwan est évidemment une île, et donc qui est séparée de la Chine continentale par un détroit, et ce détroit est long au plus étroit de 180 km, et est un terrain, disons, maritime extrêmement difficile, particulièrement 6 mois de l'année. Donc, une fois que on a passé cette première difficulté de traverser le détroit, eh bien, il faut pouvoir accoster. Et donc, le problème, c'est que la façade
ouest de Taïwan, ce ne sont pas des plages normandes. Et donc, il est très difficile d'accoster et ensuite de débarquer des dizaines, des centaines de milliers de soldats. Donc ça, c'est une seconde difficulté, c'est qu'il va falloir à un moment avoir une prise sur le territoire physique pour pouvoir véritablement envahir. Ensuite, si tout ça a été effectué, Taïwan, eh bien, c'est une île de 23,5 millions d'habitants qui est extrêmement montagneuse dans un climat tropical, ce qui signifie qu'il y a un couvert forestier toute l'année et donc en termes d'imagerie satellite, etc., il est difficile en fait de voir tout ce qui se passe partout dans l'île, particulièrement dans un environnement extrêmement montagneux. En attendant, la Chine ne se contente pas de se donner les moyens militaires. Elle a aussi mis en place une importante campagne de propagande avec notamment sa propre chaîne des forces armées et des vidéos comme celle-ci. Une manière de montrer justement ses capacités de débarquement. Pour les militaires taïwanais et de nombreux experts, la diffusion de ces images s'inscrit dans une guerre psychologique que la Chine entend gagner. Écoutez le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense, c'était en avril, pendant l'exercice Tonnerre du Détroit. Comme nous l'avons déjà signalé lors de ces incursions, ils utilisent la guerre cognitive. Leur objectif est de créer des divisions et d'exercer une pression psychologique. Quant à leur déploiement militaire, ils font partie de leurs opérations planifiées. Je pense que c'est l'un des objectifs de ces exercices militaires de très grande ampleur. C'est très certainement ce qu'on peut appeler la guerre cognitive, en tout cas de l'intimidation, de la pression, à la fois sur l'armée taïwanaise, mais aussi sur le gouvernement, sur le Parlement et sur l'opinion publique. Mais pour moi, l'objectif prioritaire de ces manœuvres, c'est l'entraînement. C'est vraiment la préparation au combat. D'ailleurs, Xi Jinping et puis le discours officiel chinois militaire en parle constamment que l'objectif prioritaire de l'armée populaire de libération, c'est la préparation au combat, c'est-à-dire monter en puissance pour être en mesure de faire la guerre, une guerre de haute intensité dans un horizon proche. Écoutez Xi Jinping lors du 20e congrès du Parti communiste chinois en 2022. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et elle doit être résolue par le peuple chinois seul. Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force. Le président chinois a même fixé un objectif. L'armée populaire de libération doit être en capacité d'envahir Taïwan à partir de 2027. Ça ne veut pas nécessairement dire que mécaniquement, la Chine veut conduire cette opération et à très court terme, mais en tout cas, elle veut être prête à le faire. Alors, le fait même qu'elle soit prête, c'est déjà dissuasif. Donc, il y a déjà une dimension cognitive, sans doute, dans le fait de démontrer au monde qu'elle est capable de le faire. Moi, je vais un cran plus loin en pensant qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la véritable dimension opérationnelle de ces exercices. En clair, selon Marc Julienne, ces exercices permettent véritablement à l'armée chinoise de se préparer. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir à Washington a secoué les alliances traditionnelles. Le président américain a jusqu'ici été l'un des plus fervents soutiens de Taïwan, mais son imprévisibilité laisse planer des doutes. On l'a vu qu'il avait eu des déclarations très dures contre la Chine, mais aussi contre Taïwan, qui aurait volé l'industrie des semi-conducteurs américains pour les fabriquer sur son propre territoire. Donc, il y a des déclarations extrêmement contradictoires. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il ferait. Donc ça, c'est la donnée principale. Alors pour Taïwan, évidemment, ça peut être un sujet d'inquiétude. S'il y a un conflit, que font les États-Unis? Est-ce qu'ils aideront Taïwan? Est-ce qu'ils seront présents? Est-ce qu'ils vont s'engager pour éviter ce conflit ou faire pression sur la Chine ou même agir militairement? Et puis, il y a la dimension nucléaire. Si on regarde les équilibres nucléaires, les États-Unis sont bien plus puissants que la Chine en la matière. La Chine a une capacité de riposte au cas où elle serait à son tour frappée par les États-Unis en punition très faible. Donc en fait, la Chine est très très vulnérable. Tout ça va entrer en jeu dans les calculs.
Et dans ces calculs, le point le plus important, c'est donc encore une fois l'incertitude sur ce que ferait Donald Trump. Et cette incertitude, elle joue pour les Taïwanais, donc effectivement, c'est un facteur d'incertitude, d'inquiétude éventuellement, mais ça joue aussi pour les Chinois qui ne peuvent pas être absolument certains que s'ils déclenchent une guerre pour conquérir Taïwan ou bloquer Taïwan, eh bien, les États-Unis ne feraient rien. Taïwan est vraiment important pour la stratégie américaine, d'une part parce que si les États-Unis abandonnent Taïwan, le signal envoyé au Japon comme à la Corée du Sud, qui, je le rappelle, sont d'une part éventuellement menacés par la Chine populaire, mais aussi par la Corée du Nord, mais aussi par la Russie, ce sera très, très, très certainement que l'allié américain n'est plus un allié fiable, plus un allié crédible, et donc il faut développer ses propres capacités de défense. Et quand je parle de capacités de défense, en fait, je parle d'armes nucléaires, qui ne seraient pas dans l'intérêt des Américains, d'autant plus que la Chine, la Russie et la Corée du Nord font aussi peser des menaces sur la sécurité nationale des États-Unis. La Chine pourrait donc jouer la réunification davantage sur le terrain politique, en tentant par exemple de peser sur la démocratie taïwanaise, dont les prochaines élections présidentielles sont prévues en 2028. Le parti au pouvoir depuis 2016, le Parti démocrate progressiste, continue de refuser à la Chine l'idée d'une réunification ou d'un avenir commun. Il ne va toutefois pas jusqu'à parler d'indépendance, ce qui serait considéré comme une déclaration de guerre par Pékin. Le principe, c'est de faire une pression, d'exercer une pression psychologique très importante, à la fois sur Taïwan, la population et sur ses alliés, pour éventuellement peser, par exemple, sur le résultat des prochaines élections, qui pourrait voir arriver ou revenir au pouvoir le parti Kuomintang, le parti nationaliste, qui est plus favorable. Mais cet objectif semble de plus en plus dur à atteindre. Beaucoup de Taïwanais, y compris appartenant au Kuomintang, ne sont absolument pas favorables à une unification avec la République populaire de Chine telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, politiquement, aujourd'hui, la Chine est en train de perdre l'opinion publique à Taïwan. On rappelle qu'aujourd'hui, officiellement, la stratégie privilégiée de la Chine, en tout cas la méthode privilégiée, c'est une unification. La Chine parle de réunification qui soit par des moyens pacifiques. Le problème, c'est que pour qu'il y ait des moyens pacifiques, il faut qu'il y ait une volonté de part et d'autre du détroit de développer les relations, de prendre la voie d'une intégration de part et d'autre. Et c'est pas du tout le chemin que semble prendre Taïwan, quel que soit l'arc politique en fait sur lequel on se place. On sait que l'identité taïwanaise progresse au fur et à mesure que les plus vieilles générations, celles qui sont nées avant 1949 et qui sont nées sur le continent chinois, disparaissent. Et donc, la jeunesse taïwanaise, aujourd'hui, n'a connu que Taïwan et n'a connu, pour les plus jeunes, que Taïwan démocratique. Selon Marc Julienne, les interférences de la Chine dans la vie démocratique de Taïwan sont nombreuses. Reste un élément qui pourrait jouer en faveur d'un statu quo pour Taïwan, les microprocesseurs. La firme TSMC fournit plus des 2/3 des microprocesseurs à l'échelle mondiale. La concentration de la fabrication de puces sur l'île a d'ailleurs longtemps été définie sous le concept de bouclier de silicium, qui la protégerait d'une invasion ou d'un blocus de la Chine en incitant les États-Unis à la défendre face à Pékin. Si la Big Tech américaine ou encore SpaceX n'ont plus accès aux microprocesseurs, le monde entier pourrait se retrouver face à un gigantesque crash industriel. Mais ce bouclier semble perdre de sa force. Trump a récemment annoncé 165 milliards d'investissements aux États-Unis et la construction de plusieurs sites de production de microprocesseurs en Arizona. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.